Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un enfant du pays, ancien DJ au Jimmy's, oui, speaker de l'AS Monaco Basket, régisseur lumière de l'opéra ou pas, régisseur voix, ça dépend. Il est également la voix du diocèse. Et son sourire aussi, il faut le dire. Son parcours atypique n'est pas aussi incohérent qu'il n'y paraît. Il suit même un seul et même fil conducteur, l'amour des spectacles vivants. Bonjour, Ferxel Fourgon. Bonjour, Geneviève Berthy. Je disais enfant du pays. Alors, c'est pas tout à fait évident. Alors, Ferxel, d'abord, il va falloir nous expliquer. Ferxel, Ferdinand, Axel, pourquoi ? Et ensuite, la Belgique, les États-Unis, Monaco. Alors, on est où exactement quand on est Ferxel Fourgon, quand on naît, quand on vient au monde? Où on est? Eh bien, on est au milieu d'une famille qui est assez éclectique, en tout cas dans ses origines. Donc, je suis né à Monaco, j'ai toujours grandi ici, born and raised, comme diraient les Américains. Alors, en fait, je viens d'une père et d'une mère belge. Alors, il faut savoir que mon père est né en Belgique, ils se sont rencontrés au Congo-Brazzaville. En fait, ma mère allait faire son brevet de pilote d'avion. Mon père était pilote de chasse pour l'armée belge et ensuite pilote de ligne. Après sa carrière dans les airs. Et ma mère a voulu faire son brevet de pilote et elle est tombée sur mon père là-bas, en Afrique, et ils se sont rencontrés. Ma mère était française, fille d'un juge expatrié. Elle est née à Hanoï, au Vietnam. Elle a grandi jusqu'à ses 8 ans. Ensuite, elle a bougé en Mauritanie, à Abidjan, où elle a fait ses études de droit. Et enfin, elle a rencontré mon père au Congo. Donc, voilà, les origines sont d'abord belges, parce que ma mère est revenue à Monaco. Elle a pris la nationalité belge pour des raisons que tout le monde comprend aisément. Voilà. Et ensuite, je suis né. Donc moi, quand je suis né d'un père et d'une mère belge. D'accord. Donc je suis arrivé belge ici à Monaco. En Belgique, il y a le droit du passeport, de toute façon. Tout à fait. Voilà, j'ai récupéré le passeport de mon père et de ma mère. Donc du coup, et voilà, j'avais ce passeport jusqu'il y a 2 ans où j'ai dû le rendre. J'ai dû rendre ce passeport parce qu'il y a 2 ans, eh bien, j'ai eu l'immense honneur d'être naturalisé par notre prince souverain. Donc maintenant, Donc maintenant, tu es monégasque. Je suis pire qu'un enfant du pays. Je suis maintenant monégasque. Maintenant, tu as un passeport, comme on dit. Voilà. Un passeport de cœur. De cœur. Réellement, j'ai dû mettre mes pieds une fois en Belgique dans ma vie, quand j'étais petit. Oui, mais c'est l'idée. C'est le lot des enfants d'expatriés, ça. Exactement. Donc du coup, je me suis retrouvé ici à Monaco et j'ai grandi ici et je me sens foncièrement d'ici. Néanmoins, il me semble qu'il y a une partie de la famille qui est outre-Atlantique. Tout à fait. C'est quelle partie vraiment? Parce que alors là, entre la Belgique, Hanoï, je vois pas le rapport avec Los Angeles. Alors à la base, c'était une toute petite partie. C'est mon oncle, en fait, qui s'est retrouvé aux États-Unis, le frère de ma maman, qui s'est retrouvé aux États-Unis il y a presque... on doit être entre 45 et 50 ans. Voilà, il est devenu américain et il a donné naissance à plusieurs enfants avec plusieurs femmes aussi d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément très très bien, mais en tout cas sur le sol américain. Donc comme il y a le droit du sol aux États-Unis, tu as des cousins exactement qui américains. Vivent là-bas. Voilà, j'ai mon cousin Germain qui est pompier à San Francisco. J'ai une cousine qui étudie et qui travaille dans le droit à Buffalo. Et j'ai mon autre cousine Germaine. Équipe de football américain. N'est-ce pas? Et les Bills. Et ensuite, il y a de l'autre côté, à Santa Monica, il y a mon autre cousine qui vit avec sa maman. Et est-ce qu'en fait, à l'origine, ils étaient tous, plutôt de la côte ouest, plutôt en Californie. Buffalo, c'est plutôt à l'ouest. Alors ça, c'est du côté de sa mère. Elle est repartie de l'autre côté, mais elle est née à Santa Monica aussi. Elle a toujours vécu là-bas. Avant. Alors, avec tout ça, je comprends, monégasque de cœur, etc. Donc, quand tu dis « je suis chez moi », c'est ici. Quand je suis chez moi, je suis ici. À Monaco. Oui, je le sens bien ici. Mais après, voilà, j'aime les autres cultures. J'aime bien aller piocher dans les autres cultures, aller chercher des choses qui me plaisent. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette chance de pouvoir voyager assez souvent aux États-Unis, aller chez mon oncle et de pouvoir être bercé un petit peu. Mon papa m'a toujours parlé un petit peu anglais, donc du coup j'ai... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il me semble que quand même, tu es anglophone d'ailleurs, tu es bilingue. Oui. Entre autres, parce que tu dois parler d'autres langues, mais tu es bilingue français-anglais déjà.
Et il me semble que tu parles à ta fille en anglais. Exactement, qu'en anglais. C'est un choix que j'ai fait dès sa naissance. Elle est née à Monaco, bien sûr, et que je vais devoir refaire parce que j'attends un petit garçon. Enfin, c'est pas toi qui l'attends. Non, c'est pas moi, c'est mon épouse qui attend un petit garçon au mois de janvier. Donc c'est un choix que j'ai fait et j'en suis maintenant. Elle fête aujourd'hui même ses 14 ans. Donc c'est son anniversaire. Voilà. Happy birthday. Et donc du coup, je suis assez fier parce que je pense que elle a compris. Au début, c'était pas si évident pour elle, de comprendre pourquoi. Et plus en plus, les gens lui disent « Mais quelle chance tu as, mais quelle chance tu as !» Et maintenant qu'elle a bien compris, bien finalement, voilà, elle se retrouve dans une classe AFNB internationale et du coup, elle est ravie de pouvoir parler anglais. Et je pense que maintenant, ça devient quelque chose qui est complètement naturel. Et elle va finir par mieux parler que moi et c'est parfait. Donc chez les Fourgons, on parle anglais. Chez les Fourgons, on parle de l'anglais, du français, et on parle un peu tout. Et même à table dans ma famille, encore hier, midi, j'étais à table chez ma tante, l'autre sœur de ma maman, et pareil, il y avait mon cousin américain qui était en visite, en l'occurrence, et du coup, on parle, la conversation se tient... Ça va d'une langue à l'autre. Il parle français, lui ? Lui, il parle français, mais son épouse, non. Du coup, à table, on a toujours des gens qui parlent pas forcément... complètement la langue de Molière, donc du coup on passe d'une langue à l'autre, et c'est en famille, c'est toujours comme ça, peu importe où on est, c'est toujours un peu dans les deux langues. Finalement, c'est une grande école d'adaptation, c'est une grande école d'ouverture aussi, d'avoir ces origines aussi diverses et d'avoir des langues différentes dans la famille. Et c'est énorme, c'est énorme parce c'est une chance. Alors, j'ai pas rencontré tout le monde encore. En plus, ils ont choisi de vivre dans des pays lointains. La tante dont je parle est en vacances actuellement, mais sinon elle vit au Zimbabwe. Elle vit même dans la ville où est née la princesse Charlène, à Bulawayo. Mon Dieu, donc, voilà. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Et elle vit là. Et du coup, d'un autre côté, on a encore des origines au Vietnam. On a aussi... mon grand-père avait une mère vietnamienne. Donc du coup, on a aussi de la famille vietnamienne qu'on a toujours en contact. Léger, mais on les a toujours en contact. Donc c'est assez international. Il y en a un peu partout. Ce mélange complet, on le retrouve dans ton parcours, en fait. C'est d'ailleurs, si on faisait une analogie entre le mélange de tes origines, le mélange des cultures que tu vis aujourd'hui et le mélange de ton parcours professionnel et tous les domaines que tu as embrassés à la fois, on serait quand même, on se dirait, il n'y a pas de hasard finalement. Ça m'a pas valu que des compliments. Il y a une époque, quand j'étais jeune, j'ai toujours un peu ce côté où j'aimais bien toucher un petit peu à tout, aller découvrir les choses, cette curiosité de tous les métiers. Peu importe, je veux dire, ça m'a toujours intéressé d'aller voir du plus petit au plus grand métier, de comprendre comment les choses peuvent fonctionner, peuvent exister. Mais c'est vrai que ça m'avait toujours valu des compliments parce que y a des moments où on me disait justement que je me dispersais trop, qu'il fallait que je fasse des choix, etc. Mais en fait, mon choix, c'était d'aller essayer de comprendre, en fait. J'ai eu du mal à trouver, peut-être au début, ma voie. Alors, dans mes études, d'abord au lycée, on nous demande évidemment de faire des choix. C'était pas si évident pour moi. Je savais pas vraiment dans quelle direction aller. C'est compliqué quand on a l'appétence, ou en tout cas de la curiosité pour beaucoup de choses. Tout à fait. De devoir faire des choix, c'est compliqué. Alors, surtout quand on demande, et maintenant avec les réformes, on les demande de plus en plus tôt, on demande aux jeunes de choisir à des moments... C'est de pire en pire, en fait. C'est vraiment pire en pire. Mais voilà, alors que j'ai fait un choix... une école de commerce, bon, c'était un choix un peu générique. C'est un commerce généraliste. Voilà, c'était un choix assez simple. Et après, il y a un événement dans ma vie qui m'a fait choisir, en fait, et qui m'a un petit peu poussé à faire quelque chose, parce que j'ai été gravement malade. J'ai eu un cancer, un lymphome de Burkitt, qui est une... Jeune, Voilà, jeune, j'avais 22 ans, 23, ces eaux-là. Donc une leucémie, en quelque sorte, c'est la même famille. Et du coup, j'ai fait une chimiothérapie pendant plus d'1 an. Imaginez-moi, les gens qui me croisent peuvent imaginer mon physique assez large, voire dans tous les sens. Là, je suis descendu à 52 kilos quand j'étais malade, donc j'étais vraiment, voilà, c'était un peu compliqué. Tu n'avais pas du tout la même énergie, de toute façon, ça, c'est sûr. Non, là, de toute façon, les mois sont passés de manière, on pense plus qu'à ça, quoi. On n'est plus, il n'y a rien d'autre qui existe sur Terre à part son propre état, et voilà. Et j'ai avancé jusqu'à, c'est là où, en sortant en rémission de cette maladie, voilà,
il y avait un casting qui se tenait au Jimmy's avec Frank Fiorito à l'époque, pour ceux qui étaient dans le coin. Pour ceux qui se souviennent. Pour ceux qui étaient dans le coin. Dis-le, pour ceux qui ont un certain âge. Voilà. Et du coup, je l'ai fait, et puis j'ai été retenu, donc je suis rentré au Jimmy's, et je suis resté 3 ans. Il fallait que je fasse quelque chose différent, quoi. Il fallait que je m'éclate d'une manière différente. Alors, je mixais avant, hein, quand j'étais plus jeune, on faisait quelques anniversaires, mariages et autres. Et là, du coup, je me suis retrouvé au Jimmy's pendant 3 ans. Et là, c'est quoi? On dort plus la nuit. Ah là, c'était. Mais d'ailleurs, alors, c'était marrant parce que pendant que j'étais au Jimmy's, en fait, j'étais aussi. J'étais avant cela animateur de l'association Au Phare. Ouais. Il y a un petit côté catho quand même chez moi, hein, qui existe depuis. On peut pas se le cacher. D'aborder quand même. On peut pas se le cacher. C'est familial d'ailleurs, le côté catho, ou c'est toi qui a découvert la foi et qui te l'a approprié, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu de ton éducation? Familial. Mes parents sont, on va dire, de tradition catholique, mais pas plus. D'accord. Et pour preuve, j'ai été baptisé à 8 ans. Oui, c'est pas. Donc c'était pas comme une bonne famille. J'allais pas à la messe tous les dimanches avec mes parents, etc. J'y suis allé par moi-même. Les photos de communion à 8 ans, habillé tout en blanc. Je les ai, tout proche de mon baptême, en fait. Ça a été baptême, puis après communion. Tu as été baptisé pour pouvoir faire la communion. Exactement, voilà. Ça. Et après, j'ai fait la communion avec le père Penzo, voilà, comme beaucoup à Saint-Charles, et la confirmation ensuite. Mais j'allais à la messe, je servais la messe, mais par moi-même. J'étais enfant de cœur. Voilà, j'étais enfant de cœur à Saint-Charles, mais par moi-même. Personne dans ma famille, il n'y avait pas de grosses traditions chrétiennes. Même si mon grand-père, lui, aimait beaucoup. Mon grand-père était un magistrat, et en dehors de ça, sa passion, c'était l'hébreu. Chacun la sienne. Ouais. Et c'était la encore traduction. Les langues, hein. Encore les langues. Hein. Et il traduisait l'hébreu, il a même fait un... Les choses, il n'y a pas de hasard. Hein. Encore les langues, encore la mixité. Tout encore, à fait. Et il a traduit le poème, le Cantique des Cantiques en poème. Ah, très bien. Il s'est amusé avec ça. Et du coup, il aimait beaucoup les religions, mais les religions. Il y avait pas, on m'a jamais ancré dans une religion. C'est seul, c'est par sûrement l'éducation locale, quoi. Voilà, il aimait la théologie. Il aimait la théologie, tout à fait. D'accord. Et d'ailleurs, parlant de théologie, c'est là où, pendant que j'étais au Jimmy's, il fallait intellectuellement quand même que je continue à travailler quelque chose. Et pendant ce temps-là, avec l'Institut supérieur de théologie de Sophia Antipolis, j'ai fait mon doc de théologie, en fait, pendant que j'étais au Jimmy's. Alors et ça, excuse-moi, c'est pas banal. Ça, c'est pas banal. Et encore moins banal, c'est que on m'a, alors au début, on était au Phare, Fabienne Mourou, etc., qui gérait un petit peu aussi les heures d'instruction religieuse au collège. Et du coup, on m'a demandé si je voulais pas aller donner quelques heures d'instruction religieuse. Ce que j'ai fait alors que j'étais encore au Jimmy's. Donc pendant presque 1 an et demi, la nuit, tu faisais danser, le jour, tu faisais étudier. Le matin, je dormais, l'après-midi, j'allais au collège, et puis le soir, je retournais au Jimmy's. Ça faisait beaucoup rire. C'est pas banal. Ça plaisait beaucoup aux élèves. Justement, tu parles de quelques personnes que tu cites là. Sur ce chemin, qui est quand même un chemin avec des gros événements, hein, parce que le fait que tu tombes malade aussi jeune, le fait que tu décides d'embrasser des carrières aussi différentes et de poursuivre des objectifs aussi différents, il y a certainement des figures, il y a certainement des mentors qui t'ont accompagné. Ben c'est les rencontres, évidemment. Hein. Oui. Après, c'est des rencontres et c'est des hasards. Alors, comment ça s'est passé au Jimmy's, la première personne que je peux... qui m'a touché dans la voix, dans la manière de parler dans un micro, etc. C'est un autre animateur de radio, de podcast sûrement aussi, mais de radio, c'est Maurizio Di Maggio, que vous connaissez sûrement, puisqu'il est à Monaco. Qui a collaboré à Monaco Info quand on faisait nos émissions en italien. Exactement, voilà. Et donc j'ai travaillé qui a une voix, qui a une vraie voix. Effectivement. Juste incroyable. Une vraie voix. Et j'ai passé quelques heures avec lui dans les studios d'RMC à l'écouter, où il m'expliquait des choses. J'apprenais beaucoup de choses parce qu'il a une voix quand même exceptionnelle. Voilà, une voix radio incroyable. Et donc du coup, c'était une personne qui m'a marqué. Même s'il ne se rend pas compte peut-être qu'il m'a marqué autant, mais voilà, ça c'est une personne qui m'a marqué. Maurizio, maintenant tu sauras. Tu sauras. Et ensuite, il y a eu des rencontres, des hasards pendant. Donc après j'ai commencé à être oui, parce que tu deviens diacre quand même. Hein. Alors non, moi je suis pas diacre. Hein. Moi je suis un laïc. Ah, tu es un laïc. Très bien. Je suis ni. Alors il y a des choses qui existent dans l'Église. Il y a les lecteurs institués, tout ça. Moi je suis rien de tout ça.
Rien. J'ai choisi, enfin pour l'instant, on me l'a pas proposé. Deux, voilà. Donc quand tu sers la messe, tu la sers en tant que laïc comme un enfant de chœur alors? Alors à l'époque, oui. Donc maintenant je le fais plus, puisque je l'ai fait avec Monseigneur Barcy, je ne le fais pas avec Monseigneur David, qui lui a choisi un prêtre comme cérémoniaire, c'est le terme. En fait, je suis passé à la cathédrale à un moment donné, grâce au père Philippe Blanc, qui était là à l'époque et qui avait un groupe de jeunes. Du coup, je suis arrivé, j'ai commencé à servir la messe là-bas, à l'organiser, à grandir, donc du coup, prendre des responsabilités dans l'organisation des messes, etc. Et jusqu'à en devenir cérémoniaire pour Monseigneur Barcy, c'est-à-dire gérer la régie des cérémonies liturgiques, de la liturgie en proprement dit. Donc maintenant, j'ai évolué dans ce sens-là, c'est que maintenant, je suis plus cérémoniaire, mais je gère tout le travail de l'ombre autour, voilà. Tout ce régisseur de tous les grands événements du diocèse. Toutes les choses qui ne sont pas liturgiques, en fait, quelque part, mais qui touchent quand même l'organisation d'une messe, voilà, tout le protocole qui est autour et toute la régie qu'il peut y avoir autour. Mais je ne touche plus à la cérémonie en elle-même. Mais il y a eu des événements. Il y a eu évidemment les funérailles du prince Régnier, où voilà, j'étais au cœur de l'organisation. Et ensuite, il y a eu le mariage princier, où Monseigneur Barcy m'a missionné en quelque sorte pour pouvoir organiser toute la cérémonie et tout ce qu'il y avait autour. Donc là, c'est vrai que ça a été des hasards qui ont fait que j'ai appris un peu sur le tas. J'ai aussi appris avec des gens que j'ai rencontrés autour de moi. Et au milieu de tout ça, j'ai fait la rencontre lorsque le prince Albert est monté sur le trône. J'ai fait la rencontre de Patrice Hérault, directeur technique de l'Opéra de Monte-Carlo. Alors, c'est étonnant parce que ça fait un moment que je me dis, il faut que je lui demande ce que fait l'opéra dans tout ça. Ben voilà. Alors en fait, je rencontre Patrice Hérault, qui est paroissien à Saint-Nicolas, tout simplement. Ah, très bien. Dans une église dans laquelle je chantais, parce que je chante aussi avec mon groupe de jeunes, etc. Donc parce qu'à l'époque j'étais jeune. Bah oui. Encore. Et puis tu avais un peu de temps. Voilà. Parce que tu faisais rien de la journée. Donc le dimanche soir, je pouvais faire ça. Et je rencontre Patrice Hérault, et qui me fait rencontrer Toharo Suzuki, directeur de scène de l'époque de l'Opéra de Monte-Carlo. Et ils me disent, écoute, on doit faire un spectacle qui s'appelle « Un jour j'ai fait un rêve ». Et on s'en souvient, c'était le spectacle que l'Éducation nationale avait présenté au moment de l'intronisation du prince Albert. Oui, c'est vrai. Ce spectacle, donc, il y avait des élèves qui s'habillaient dans les écoles et qui passaient sur scène au Grimaldi Forum, et qui avaient c'était une logistique incroyable. Logistique incroyable, l'Éducation nationale, et on les avait demandé à l'opéra, à l'équipe technique de l'opéra, de pouvoir gérer ce spectacle. Et Patrice me dit, mais toi, t'organises, viens voir, tu pouvais pas nous aider, comme tu es au collège, tu peux pas nous aider avec les jeunes sur scène, à faire de la régie sur scène pour nous aider. Ils avaient besoin de quelqu'un à court, du côté court. Et en fait, je suis arrivé là, et il m'a mis un intercom sur la tête. On m'a dit, voilà, il faut le faire entrer, j'ai pris le conducteur, etc. Et voilà. Et petit à petit, j'ai appris avec Toharo Suzuki, qui est un directeur de scène assez exceptionnel, qui est à l'Opéra de Montpellier après. Un peu dans toute, comme d'habitude. Et du coup, voilà, est-ce que je savais lire la musique? Je sais lire une partition, je sais suivre une partition, donc du coup, petit à petit... Tu sais lire le solfège, tu as ton solfège. Alors, j'ai pas fait de solfège, mais je me suis fait ma propre technique de lecture de partition. D'accord. Ce qui est assez fort, parce que maintenant, ça fait 20 ans, et maintenant, je suis même capable de tourner des pages pour un concertiste au piano, sans aucun problème, je peux suivre une partition. Sans avoir fait de solfège. Sans avoir fait de solfège. Très bien, c'est normal. Voilà. J'ai développé ma propre technique de lecture de partition, et qui fonctionne très bien depuis des années maintenant, donc c'est même plus un stress, ni plus un souci. Du moment que ça te réussit, enfin, je veux dire, c'est... Ça fonctionne. Du coup, je me suis lancé. Le spectacle s'est bien passé. Et Toharo m'a demandé si je ne voulais pas venir faire la régie pour les enfants sur Boris Godunov en janvier, je sais plus quelle année, au Grimaldi Forum toujours. Ouais. Et donc, j'ai accompagné. Et là, il me dit, tu peux suivre la partition? Je dis, ça, je me débrouille. Il me dit, écoute, voilà, tu les fais entrer les enfants là, et puis je les amenais des loges, je les mettais en coulisses, je les faisais entrer sur scène. Et puis est arrivé Tosca, où Tosca, à l'époque, il y avait aussi il y a des enfants dans Tosca. Il n'y a pas que des enfants. Il n'y a pas que des enfants. Donc les enfants s'arrêtent à la fin du premier acte. Après la procession, les enfants rentrent au vestiaire, et puis la suite de l'opéra se fait sans enfants. Et là, ils m'ont dit, tu vas rester, tu vas m'aider à faire les autres entrées. Et puis petit à petit... le chœur et... Voilà. Et petit à petit, je suis entré là-dedans. Et puis, on a changé de directeur à l'Opéra de Monte-Carlo. Et Monsieur Grinda est arrivé, et avec Jean-Louis Grinda, en fait, il avait besoin vraiment d'un régisseur en salle pour donner tous les tops, lumière, vidéo, son, poursuite, etc. Comme c'était moins chargé en heures
que de régisseur plateau où il fallait faire évidemment toutes les répétitions depuis le début. Comme tu faisais rien d'autre. Voilà, là, il n'y a que les conduits de lumière à faire et les générales, piano général, scène orchestre et autres. Donc du coup, j'ai proposé de le faire. Et il a accepté et j'ai fait, à quelques exceptions près, petites exceptions près, j'ai donné les top lumières à tous les spectacles de Jean-Louis Guinda depuis son arrivée. Toutes les levées de rideau, j'étais là. C'est quelque chose, ça, quand même. Oui, c'est pas mal, ça fait pas mal de levées de rideau, hein. Pas mal d'opéra d'ailleurs. Quand on fait, tu dis j'ai fait tous les levées de rideau, quand on fait la levée de rideau, on a un petit pincement, on a quelque chose, un petit stress, c'est quoi? Même le trac habituel, que j'ai là. C'est pareil là en ce moment, je transpire du front. c'est ma manière parce qu'en fait, les gens ne me croient pas, mais je suis un timide. T'es un traqueur? Oui, peut-être que c'est ce qui permet aussi de se concentrer et d'être bien concentré dans l'action, de pas prendre les choses à la légère, d'arriver, de toujours être un peu tu te prépares, pas stressé, mais tu te prépares beaucoup? Non. Non. À l'opéra, on est obligé. Il faut faire une conduite lumière, il faut que les effets soient là et prêts sur la partition au bon endroit, selon ce que le créateur lumière et ce que le metteur en scène veut. Mais sinon, non, parce que c'est ça qui me stresse en fait. C'est d'y penser trop à l'avance. D'accord. Donc tu faisais une soirée au Jimmy's, t'arrivais, t'avais ta playlist, mais t'étais pas. Même pas. Je ne sais même pas quel disque je mettais après. D'accord. D'ailleurs, des disques, on parle des vinyles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore... Aujourd'hui, tout le monde est DJ, en fait. Il suffit d'appuyer sur des boutons, le record box de pionnière, le rythme se règle tout seul, un master, un slave, tout va bien, hop, ça se fait tout seul. Maintenant, à l'époque, on avait des vinyles. Donc on avait une oreille, un casque, et il fallait mettre le bon rythme d'un disque à l'autre, mais il n'y avait personne et ni aucun appareil électronique pour nous aider. Ouais, t'as quand même une appétence, ou en tout cas une qualité, on dira, pour la musique, parce que sinon tu peux pas lire la musique sans avoir appris le solfège, tu peux pas t'impliquer autant dans la conduite d'un opéra ou la régie d'un opéra, parce qu'il il faut aimer ça. Je pense déjà j'ai une bonne oreille. Je sais, quand on chante faux, mais d'ailleurs même moi quand je m'écoute avec des ear monitors et que je chante faux, je sais que je chante faux. Donc j'entends bien. Maintenant, oui, j'aime la musique, c'est sûr, j'aime la musique, mais je suis pas passionné d'aller. J'ai mes amis d'enfance qui eux écoutent des albums de musique, tout ce qui sort, et qui sont très même des groupes tu ferais pas, c'est connu, il y a 2 heures d'avion. C'est connu. Voilà, tu ferais pas 2 heures d'avion pour aller voir un concert. Non, je ferais pas 2 heures d'avion pour voir un concert. J'ai pas un groupe en particulier ou quelqu'un qui va me dire j'ai envie absolument de le voir. Si, peut-être mais Jean-Jacques Goldman, mais il fait plus de musique, donc c'est dommage. Mais j'ai j'ai pas, je suis assez ouvert. Alors tu ferais 2 heures d'avion pour aller voir quoi? Un Super Bowl? On y vient. Par exemple. Attention, on y vient. Le football américain, alors? Ça, j'aime bien, oui. Ouais. Ça m'a toujours plu, depuis petit. Alors après, on s'est entraîné entre amis, mais je pense que c'est un sport qui m'a toujours attiré, qui m'a toujours plu. Parce que bon... Plus que le football. Voilà, ici à Monaco... Mais pas plus que le basket. On dit Ferxel, on pense plutôt basket que football américain, quand même. Et oui, mais malheureusement, j'ai même raté un match de basket l'année dernière en speaker pour être au Super Bowl. Donc nous pour la première fois. Tous. Et c'est la seule fois de ma vie que j'ai vu un Super Bowl en vrai. On va pas faire je vais pas faire le malin. J'en ai vu un dans ma vie, c'était l'année dernière, le dernier donc. Et ça c'était vraiment exceptionnel. Et j'ai vu Rihanna sur scène en vrai. Mais ça c'était vraiment exceptionnel. Ça m'a vraiment ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et on suit le Super Bowl chaque année quand même à Monaco. Il y a dans un appartement d'un de mes amis, il organise le Super Bowl de la plus belle des manières, avec la décoration, la nuit, les pop-corn, tout ce qu'il faut, les hot dogs, et une décoration incroyable, 3 écrans pour suivre les statistiques d'un côté, le match de l'autre, etc. Non, il fait ça super bien. Et donc non, ça m'a toujours plu. Bon, le décalage horaire, jamais facile. Et après le basket, évidemment le basket. Moi j'ai joué au basket depuis toujours. Donc tu as joué, toi, hein? J'ai joué. J'ai commencé le basket à 4 ans avec Robert Parent et Christiane Grémaud. Mais on a tous commencé avec Robert Parent, enfin... Comme tout le monde. Comme tout le monde. Au Monaco, on a tous commencé avec Robert. Sur le terre-plein de Fontvieille, où il y avait une salle, une piscine, et en face, des allomates avec la maquette du futur Fontvieille. Du futur Fontvieille, voilà. C'est que vrai. J'adorais aller voir après les entraînements avec mon père, qui m'amenait... Avec un bus qui traversait tout le terre-plein avec de la poussière derrière. Voilà. Ça j'ai commencé le basket. Et pourquoi? Parce que t'étais grand?
T'étais grand, t'étais pas grand? Parce que j'étais grand et que mon père a même joué au basket avec à Liège, à l'époque, forcément, puisqu'il habite, il est de Vielsam, donc pas très loin de Spa et de Liège. Et du coup, voilà, mon père m'a peut-être poussé un petit peu, je vous avoue, j'avais 4 ans, donc je sais plus vraiment. C'est un hasard familial plus qu'un choix, ouais. Voilà. Mais après, c'est un sport qui m'a toujours plu. Ah oui, après, déjà, j'ai rencontré des amis, on a grandi ensemble, on jouait au basket, c'était mon défouloir. Et j'ai même arbitré, parce qu'à un moment donné, on cherchait des jeunes pour arbitrer, c'est quelque chose qui me plaisait aussi. J'ai commencé à arbitrer au basket avec un autre monégasque à l'époque, Stéphane Maggi. Voilà. Parce qu'il a 1 an de plus que moi. Donc voilà, on est arbitré ensemble et petit à petit, ça me plaisait bien. Et puis c'est au moment où j'allais faire les stages de haut niveau, puisque j'étais arrivé jusque-là, que mon cancer m'a rattrapé. Et là où j'ai fermé un petit peu la parenthèse, toutes les parenthèses d'ailleurs, y compris celle du basket. Mais quand tu disais tout à l'heure, j'aime bien aller voir ce qui se passe et comprendre ce qui se passe dans de nombreux domaines, il y a quand même un fil rouge dans tout ça, c'est que tu fais rien à la légère. C'est-à-dire que là, tu parles de basket, tu parles de haut niveau, tu parles de DJ, tu es quand même au Jimmy's, tu parles d'opéra, tu finis régisseur et tu fais tous les levées de rideau de Jean-Louis Grinda pendant toutes les années où il produit à Monaco. Enfin bon, même, c'est pas... tout à l'heure, tu disais, on m'a reproché de me disperser. Enfin, on se disperse pas quand on va à ce niveau. Parce qu'en fait, je pense que tous ces différents métiers sont le même, en fait. Je m'explique. Il y a ce terme de régisseur. Pour moi, c'est un terme qui est hyper important et qu'on oublie, beaucoup oublient. Alors, pas dans ces mondes-là, parce qu'il est ni dans le monde de la télévision, ni dans le monde de la radio, ni dans le monde tous les mondes de spectacle. Voilà, que ce soit le rôle du régisseur. Divertissement, en tout cas, que ce soit le cirque, le sport, peu importe. Il y a le régisseur et c'est indispensable. Alors, ceux qui organisent des événements, qui n'ont pas trop l'habitude, oublient souvent que le régisseur, il est capital, et que sans régisseur, ils pensent que tout va se faire tout seul, mais rien ne se fait sans un régisseur. Et en fait, si on regarde bien le métier que j'exerce aujourd'hui au gouvernement chargé de mission, en charge du protocole de l'archevêque, mais même le protocole, c'est de la régie. Ouais. Le protocole, c'est de l'organisation. C'est vrai. C'est ça. Enfin, c'est de l'organisation. C'est de l'organisation et de la finesse. Et de la finesse. Et du sourire. On n'a pas encore parlé de ça, mais il y a quand même aussi, quand on fait ce genre de métier, il y a aussi un feeling, enfin on appelle ça comme on veut, un feeling de la finesse, du ressenti, de la compréhension, de l'intelligence, appelle ça comme tu veux. C'est pas une machine, on fait pas ça comme une machine. On fait pas ça comme une machine, mais moi je pense qu'on fait ça, et c'est là que je mêle un petit peu mon côté chrétien dedans, mais je pense qu'on fait ça parce qu'on aime l'autre et qu'on a envie de servir l'autre. En toute simplicité. C'est la bienveillance qui te guide alors. Je pense. Et après, il y a beaucoup de gens... moi, ce qui me chagrine le plus, c'est quand on entend des gens... bon, après, maintenant, plus les années passent et plus mon âge avance, et plus les gens comprennent... c'est pas parce que je vais être au milieu d'une manifestation avec des gens connus que j'ai besoin de me montrer au milieu des gens connus. Et j'en parle aussi librement que c'est pas du tout ma manière d'être et ma manière de penser. Tu es d'ailleurs assez discret sur ta vie privée. On voit très peu Ferxel, l'envers du décor, on le voit très peu. Ben, j'essaye, là, j'en parle. Après, ça me dérange pas d'en parler. Je veux dire, c'est comme parler à quelqu'un de malade. Aujourd'hui, je peux aller parler du maladie de quelqu'un à quelqu'un qui est malade. Je n'aurais pas même à une famille qui est en deuil. Donc là, tout ça ne me dérange pas. Je peux parler à ces gens-là avec grande facilité. Mais mais mon but du jeu, j'ai rien à gagner. Je veux dire, si on regarde concrètement, quand les gens me disent, oui, il est toujours là au milieu, etc. Mais parfois, il y a beaucoup de gens qui disent... Au basket, tu peux difficilement être ailleurs qu'au milieu. Au basket, là, c'est compliqué. Mais dans mon travail, voilà, mais je suis pas là. Voilà, j'ai pas besoin, je fais pas ça. Beaucoup de gens ici, il y a beaucoup des étoiles filantes, plus ou moins filantes d'ailleurs. Mais on n'a pas besoin de ça. Moi, je suis au service. J'aime bien être au service des autres. Ça me dérange pas d'être au service. Ça me dérange pas dans les tâches d'un régisseur. Ça me dérange pas d'aller faire le ménage comme d'aller faire des choses qui sont très importantes. Il faut être utile concrètement. Et ce qui me guide aujourd'hui, et c'est vraiment dans le fond du cœur ce que j'ai, c'est Dieu et mon pays.
Alors, ça fait très royaliste tout ça, mais c'est un peu, mais c'est ce que je ressens. Pour un Belge, enfin, c'est pas très étonnant. Pour un Belge qui est maintenant monégasque, ça va bien. Alors, pour un Belge qui devient monégasque, alors on parle d'une royauté à une principauté, bon. Il y a rien de choquant. Mais réellement, c'est ce que j'ai au fond de moi, en fait. Voilà, sincèrement, quand on dit que... tu dis quand même quelque chose d'important quand tu dis Dieu est mon pays. Le fil conducteur de tout ça, c'est quand même ta foi. Oui, certainement. Après, je pense que plus ou moins quelqu'un qui a la foi dans sa vie, c'est un petit peu son fil conducteur en général, voilà. Et moi, j'essaie de la mettre au service maximum de l'autre. Puisqu'on m'a donné l'occasion de le faire en travaillant pour le diocèse de Monaco, j'essaie de le faire le mieux possible. Alors, avec toutes les complications d'une famille, avec des gens à l'intérieur d'une famille qui sont parfois, il faut gérer un petit peu le quotidien et gérer les choses qui sont autour de soi. Il faut jongler un petit peu, et puis, mais finalement, aujourd'hui, je sais ce que je peux faire, je connais, je pense, commence avec la maturité à connaître un petit peu mes qualités. J'ai des défauts, évidemment, mais je suis heureux d'être au service et de pouvoir faire bénéficier de mes connaissances, mon expérience, au service et au profit des activités, de ce que Monaco veut mettre en place et veut faire. Et là, je suis content de pouvoir le faire. Si je peux rendre service, je rends service. Avec grand plaisir. Tu rends service, par exemple, on va parler de choses qui sont à l'envers du décor que les gens ne voient pas, mais tu rends service pour l'organisation de la fête nationale où tu prends en main l'intégralité des cérémonies religieuses de la fête nationale. C'est toi qui les coordonnes et qui les coordonne avec le reste des cérémonies quand même. Dans l'ombre. mais très bien. Il n'est pas question de voilà. Oui. Mais c'est ce qui ça me plaît. Voilà, ça me plaît de faire partie de ces organisations. Mais j'ai pas besoin de briller moi-même, en fait. Voilà, ça me plaît d'être au service de mon évêque, ça me plaît qu'il soit bien, qu'il soit à l'aise. Alors justement, petite parenthèse là. Tu parles de Monseigneur Barcy, tu dis que tu as fait l'essentiel de ton apprentissage, et en tout cas tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Beaucoup grâce à lui. Beaucoup grâce à lui, à ses côtés et sous son impulsion. Et là, il prend sa retraite, il s'en va. Et c'est un nouvel évêque qui arrive. Comment on fait quand on a été aussi proche ? Parce que quand on est chrétien, catholique, le rôle du pasteur, celui qui nous montre la voie, etc., qui sont toujours des choses importantes. Quand on a été si proche du pasteur, du berger, de celui qui... Voilà, et que cette personne-là change, qu'est-ce que ça provoque au fond de soi ? Est-ce qu'on a de l'appréhension ? Un petit peu, quand même. On dit toujours qu'on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on aura. Mais donc oui, forcément, lorsque Monseigneur David est arrivé, on s'est posé des questions. Mais après, j'ai jamais eu, je sais que je suis honnête et que j'ai envie que les choses soient bien. Donc j'ai pas cette peur-là. Je suis pas. Il y a pas de raison. Voilà, il y a pas de raison que ça marche pas. Il y a pas de raison que ça marche pas. Je pense que dans mes qualités, je peux dialoguer avec n'importe qui. J'ai mon sourire, j'ai ma bonne humeur. J'ai envie que les choses soient bien faites. Donc il y a pas de raison que ça se passe mal. Et d'ailleurs, ça se passe pas mal. Et évidemment, ils ont pas le même. Je devrais pas dire ça à la radio, mais ils ont pas le même caractère. Mais c'est normal, c'est deux êtres humains qui ne viennent pas de la même région. Déjà, il y a rien de surprenant. Voilà, il y a rien de surprenant. Un Niçois, un Nantais. Forcément, c'est pas la même approche des choses. Mais voilà, mais petit à petit, je suis très heureux aujourd'hui, grâce à des événements comme les Journées mondiales de la jeunesse, comme de pouvoir passer du temps avec Monseigneur David et de pouvoir forcément tisser petit à petit de plus en plus de connexions, de plus en plus de liens. Et c'est très agréable, voilà, en toute simplicité. Et à ma place, je sais, de toute façon, je pourrais jamais être évêque, ça c'est clair. Il manque quelques années de séminaire, là, il manque un peu de trucs au milieu, là. Donc, le but du jeu n'est pas, n'est pas être, je n'ai pas prendre la place, quoi. Voilà, j'ai pas d'ambition, je suis bien là où je suis bien à rendre service, voilà. Et puis, si un jour, il en a marre de moi, j'irai rendre service ailleurs. mais pour l'instant, je suis bien. Et ça correspond bien à disons que c'est un bon équilibre pour moi, parce qu'il y a, je mets ma foi, mon travail, ma foi, il y a, en commun, et ça fonctionne. Pour servir. Parce que tu as eu un été quand même assez chargé entre les Journées mondiales de la jeunesse et la venue du pape à Marseille. C'était quand même deux événements assez gros, assez importants, dans un espace-temps assez court. Qu'est-ce que tu retiens de ces
Alors, des JMJ, j'imagine, puisque tu nous as fait l'amitié de témoigner à l'antenne de Monaco Info, donc j'imagine cette aventure humaine, cette foi, cette jeunesse qui se rassemble. Et François, alors ? Alors, François, eh bien, sans le savoir, il touche beaucoup de cœur. Alors, dans les JMJ touchent beaucoup de cœur. Et François aussi. Alors, évidemment... Finalement, tu l'as vu 2 fois dans l'été. J'ai vu 2 fois dans l'été. Bah oui. De près. De près. Bah oui. Mais, disons... Alors, est-ce que c'est François ou est-ce que c'est l'aura du pape en général ? Ouais, c'est la question qu'on se pose tous. Parce que finalement, voilà, on disait après Jean-Paul II, plus de JMJ, mais en fait, on retrouve le même mécanisme, le même enthousiasme. Le même enthousiasme, voilà, ouais. Et on continue. La même ferveur, moi je dirais, parce que les images que j'ai vues des JMJ, c'était très très fervent. Les jeunes continuent à chanter au pape, leur joie, etc. Donc ça ne change pas en fait. Et ça, c'est une victoire de Jean-Paul II, parce que c'est ce qu'il voulait. C'était pas pour lui qu'il voulait faire ces JMJ, c'était pour les jeunes. C'est ce qu'il a légué. Et moi, ce qui me touche le plus dans ces JMJ, on a eu 2 soirées de retour avec le service des jeunes ici à Monaco, puisque évidemment, il y a plusieurs associations, plusieurs aumôneries qui se sont réunies pour partir ensemble au JMJ. Chacun a ses activités, et c'est parfait, et il en faut, et chacun fait sa vie. On a eu deux soirées de retour, assez exceptionnel, parce qu'en fait, j'ai quand même vécu avec ces jeunes au quotidien là-bas, et c'est pas la première fois que ça arrive, mais cette fois-ci encore plus particulièrement, au retour de ces JMJ, on a des témoignages de jeunes dont on ne se doute pas, qui font des témoignages, et qui ont fait des témoignages incroyables des changements qu'ils ont pu ressentir et de ce qu'il y a pu avoir au fond d'eux. C'est hallucinant. Je prendrai l'exemple d'une jeune fille, je vais pas donner son prénom, mais l'autre soir, nous étions à Saint-Nicolas pour encore un retour de JMJ. Elle avait écrit un petit mot dans l'avion au retour de JMJ, parce qu'elle n'est pas revenue avec le groupe de Monaco, elle est restée une semaine de plus au Portugal, et elle revient une semaine plus tard, et elle écrit un mot, elle aime bien écrire, elle est en terminale, et elle écrit un mot, et cette soirée-là, elle a décidé de lire ce mot, elle n'a pas fait lire à l'avance à personne, et il y avait ses parents qui étaient présents, et ses parents ne savaient pas ce qu'elle allait dire non plus. Et elle a fait un témoignage de foi extraordinaire, mais vraiment, on sentait quelqu'un qui cherchait un chemin et qui l'a trouvé, d'une émotion incroyable, qui a mis les larmes à beaucoup dans l'église, et avec ses parents qui étaient présents. C'est des petites choses comme ça, mais c'est des choses qui sont extraordinaires, parce que finalement, au-delà de la foi, ça aide ces jeunes à se construire, en fait. C'est une aventure humaine, de toute façon. Exactement, et de voir des jeunes qui vivent ça, même ceux qui n'ont pas eu d'aussi grands changements, sentent qu'ils ont fait partie d'une aventure qui est assez particulière. Où est-ce qu'on vit un rassemblement avec 2,5 millions de jeunes autour de soi ? Où est-ce qu'on dort dans la paix ? Dans la paix. Où est-ce qu'on dort avec 2 millions de jeunes autour de soi et on peut vivre toute une semaine sans débordement, dans la paix, sans que la police n'ait à intervenir pour quoi que ce soit. Et pareil à Marseille, ils avaient mis des tas de CRS. Moi ensuite je suis parti, le groupe de Monaco est parti, moi je suis resté parce que l'archevêque restait jusqu'au lendemain, donc je suis resté la nuit du samedi soir, et je discutais en bas de l'hôtel, il y avait des CRS, parce qu'il y avait quelques ministres qui logeaient dans le coin, et on discutait, et ils disaient, mais c'est incroyable, si tous les matchs de foot pouvaient être comme ça, ils étaient d'un calme, ils parlaient avec les gens, ils avaient les mitraillettes qu'ils avaient devant, ils les avaient mises derrière dans le dos pour parler avec les gens. Enfin, c'était une ambiance, voilà, ça c'est l'ambiance. Et beaucoup de gens à Marseille, et beaucoup de personnes plus âgées qui n'ont pas l'habitude de vivre les JMJ, ont dit mais c'est incroyable, il n'y a pas de débordement, c'est calme, c'est souriant. Mais c'est ce qu'on vit au JMJ à chaque fois en fait. J'en ai fait 9 maintenant, c'était ma 9e. On vit ces moments-là. Et ces moments, deuxième chose dans les JMJ qui me marque beaucoup, c'est les moments de silence. Quand on fait le soir la veillée, l'adoration, 2 millions de jeunes qui pourraient, et tout à coup, juste rien. Juste du silence, de la respiration. Mais c'est très très prenant. C'est très étrange d'entendre 2 millions de jeunes qui font silence, 2 millions de personnes qui font silence. Entendre 2 millions de personnes qui font silence, ça doit être singulier. Oui. C'est très fort. C'est sûr, c'est très fort. Et donc, à part le sport, à part la religion, à part l'opéra, à part la radio, à part la musique, à part tout ce qui t'ouvre les yeux le matin, il nous manque un peu de hobby, là, des passe-temps, des choses qui te demandent rien.
Des passe-temps. Je suis très geek. Ok, ne me dis pas je n'ai pas de temps. Mais presque. Ne me dis pas ça, parce que je n'y crois pas. Non. Je crois que tu te fabriques du temps. Non, mais peut-être. Oui. En tout cas, non, j'aime bien... Alors, je suis très technophile. J'aime beaucoup suivre les dernières sorties technologiques, etc. Oui, je suis fan d'Apple, tout le monde le sait, mais c'est... C'est ta fibre américaine, ça. C'est ça. Mais voilà. Donc sinon, j'aime beaucoup... j'aime le cinéma, j'aime regarder des séries. Alors maintenant, il y a beaucoup trop. Avant, on arrive à faire le tour. Maintenant, on n'arrive plus à faire le tour, donc on les choisit. Mais voilà, j'aime ces moments de décontraction. J'aime rentrer à la maison. Ah. Et de plus rien avoir. J'allais poser une question de femme, hein. J'allais dire, et la place de ton épouse dans tout ça, mais parce que bon, il faut bien qu'elle existe. Eh bien, je fais les maximum d'efforts pour ne pas abuser du temps où je suis dehors. C'est-à-dire que concrètement, il y a déjà beaucoup d'activités, donc j'évite d'exagérer avec rapporter, voilà, avec un dîner en plus derrière une soirée, si elle n'est pas là, etc. Ça peut arriver, bien entendu, mais voilà, j'essaye d'être au maximum de rentrer, de me concentrer sur ma famille, qui est aussi importante. Donc, évidemment, qui est capitale, qui est essentielle, qui est le cœur de tout, et qui est aussi la force, parce que si ça va pas de ce côté-là, j'aurais du mal à faire tout ce que je fais. Si ça va pas là, je pense que je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Réellement. J'ai besoin d'avoir ce soutien et d'avoir cette force à la maison. Et ma femme, qui est professeure de piano, en plus, qui est pianiste, encore la musique, voilà, a aussi ce sens du spectacle. Donc elle sait aussi ce que ça comprend. Et puis elle a aussi des horaires en professeur de musique. Ils ont des horaires qui terminent tard aussi. Donc du coup, ça va, ça match. Ça match pour l'instant, ça match. Ça match pour l'instant. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Ah, c'est une bonne question, ça, le futur. Peut-être de continuer à ce que j'ai suffisamment les yeux ouverts pour continuer à servir les autres. Voilà, ça c'est ce qui me plaît le plus, c'est d'être vraiment au service de l'autre. C'est un peu ça, être adulte. Hein. Adulte, c'est être à l'autre. Hein. Donc voilà, j'ai envie d'être un vrai bon adulte. Voilà. Ici à Monaco. Ici à Monaco. Oui, je suis bien ici. J'ai pensé quand j'étais plus jeune, partir m'installer aux États-Unis. J'ai plein de possibilités. Maintenant, c'est plus compliqué quand on a une famille, des enfants, etc. C'est vrai que ici, on est bien à Monaco et je suis ouvert et prêt à être au service. Bah, et qu'on me souhaite aussi qu'on souhaite aller la Roca Team de belles victoires au basket, ce sera pas mal aussi. En tout cas, nous espérons te voir encore longtemps sur les bords de terrain, dans les travées de la cathédrale, sur la place du Palais, à l'Opéra, et puis aussi avec nous, hein, puisque tu travailles aussi avec nous. On fait les retransmissions de messes en direct le dimanche, notamment. Et on espère surtout que tout se passera bien. On se reparle en janvier. Après le petit événement, exactement. On se reparle en janvier. Avec grand plaisir. Merci Ferxel d'avoir passé ce moment avec nous. Merci de m'avoir invité, ça me fait très plaisir et de s'ouvrir un petit peu. C'est jamais très facile, mais je transpire toujours, d'ailleurs, j'ai toujours mon trac, mais je suis très heureux et merci de cette expérience. Merci à toi.